Bonjour. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question posée par les collégiens. Qu'est-ce qu'un moteur vectoriel? Pour aller dans l'espace, les hommes utilisent des fusées. Il en existe différents types, à poudre, à essence, à hydrazine, à hydrogène. Toutes sont basées sur le même principe, celui de l'action-réaction. Dans la tuyère de la fusée, le carburant est enflammé. Le volume de gaz produit, bien plus important que le volume de carburant, exerce alors une pression sur la tuyère avant de s'échapper vers l'arrière. C'est le principe d'action. Cette pression équivaut à une force qui fait avancer la fusée, c'est la réaction. Cette force est d'autant plus grande que la surface de la tuyère est importante. C'est pourquoi on leur donne la forme de cône. Toutes ces fusées sont appelées engins à propulsion directe. Qu'est-ce qui change sur un moteur vectoriel? Eh bien, tout simplement, l'ensemble moteur-tuyère est fermé. Le gaz ne s'échappe plus, mais c'est sa pressurisation, appelée onde de choc, qui se déplace à l'intérieur du moteur. Chacune des 4 parties qui le composent voit ainsi une pression de gaz différente des autres. C'est ce mouvement de pression, et non de gaz, qui permet au moteur d'engendrer la force de poussée. C'est la propulsion indirecte, la force exomécanique. Regardons en détail chaque partie du moteur vectoriel. La première est la chambre hyperbare, dont le rôle est de générer une pression de 300 bars. En face se trouve la chambre d'expansion. Son volume est suffisamment grand pour que le gaz y perde toute sa pression. Plus la différence de pression est importante, plus grande est la force de poussée. Entre les deux chambres, justement, se situe le cône d'étranglement. Il a pour but de contrôler la fameuse pression, la direction de l'onde de choc. C'est la surface de son orifice qui va déterminer précisément l'intensité de la force de poussée. Ce cône a pour particularité de s'ouvrir lorsque la pression de la première chambre atteint les 300 bars, puis de se fermer lorsqu'elle tombe en dessous des 50 bars. Cette alternance s'effectue automatiquement plusieurs fois par seconde. La longueur du cône va aussi aider à obtenir une vitesse stable, sans quoi le fonctionnement se ferait par à-coups. Enfin, la 4e partie, le circuit de retour. Il sert à capter le gaz pour reformer la pression de la première chambre. Petit détail qui a son importance, il y en a au moins 2, sinon le moteur aurait tendance à tourner sur lui-même. Bien évidemment, il faut de l'énergie pour recycler continuellement la pression. Nous avons choisi notre générateur MTG, parce qu'il peut fonctionner plusieurs années en fournissant toujours la même puissance. Mais nous aurions pu opter pour des panneaux solaires, comme les satellites, ou une pile nucléaire, comme les sondes spatiales Voyager. Quelles sont les différences entre une fusée classique et une fusée à moteur vectoriel? Premièrement, le poids. Dans une fusée classique, le carburant prend 90% du poids de l'engin, et l'objet que l'on veut envoyer dans l'espace, appelé charge utile, est réduit à moins de 3%. Avec un moteur vectoriel, le carburant cède la place au générateur, pas plus lourd que la charge utile. Deuxièmement, le temps d'utilisation. Ce n'est pas un secret, lorsque l'on brûle du carburant, celui-ci est perdu, et une fusée classique grande comme un immeuble le consomme en moins de 20 minutes. C'est suffisant pour aller dans l'espace, mais si l'on veut aller sur Mars, tout le trajet se fait sous l'inertie, et cela prend plus d'1 an. Le moteur vectoriel n'éjecte rien et peut fonctionner en permanence. Aller sur Mars ne prend alors pas plus de 5 jours. Troisièmement, la difficulté d'utilisation. Le carburant d'une fusée classique est un explosif. Cela coûte cher, est dangereux, les accidents sont très nombreux. Et comme le carburant a été en majorité consommé pour le départ, l'arrivée se fait à grande vitesse. Il a donc fallu aux ingénieurs trouver tout un tas de moyens pour ralentir la rentrée atmosphérique et éviter que la sonde spatiale ne se désintègre comme une météorite. Bouclier thermique, parachute, ballon, autant de systèmes complexes qui doivent être utilisés au bon moment et dans les bonnes conditions, ce qui n'est généralement pas le cas. A contrario, le moteur vectoriel est à circuit fermé. Certes, un objet hautement pressurisé est dangereux, mais celui-ci n'expose pas à la moindre étincelle. Et comme le moteur peut être utilisé à loisir, il permet de freiner la fusée à l'arrivée. Il permet aussi de modifier la trajectoire en cours de route. Point bonus, le fait que le moteur vectoriel puisse fonctionner en permanence et ainsi accélérer la fusée en permanence génère une gravité artificielle. Précisément, si quelqu'un se trouvait à bord de la fusée, il aurait l'impression de marcher exactement comme sur Terre. Puis la fusée se retourne à mi-chemin, et le moteur la freine. Là encore, l'astronaute serait sous l'effet de la gravité artificielle. C'est très important pour la santé des astronautes. Plus besoin de courir des heures sur un tapis roulant en étant attaché par des élastiques. Plus besoin non plus de s'attacher au mur dans son sac de couchage pour pouvoir dormir. Ce sont en vérité toutes les actions de la vie quotidienne qui se feraient comme sur Terre. La question est ici de démontrer qu'il n'est nullement nécessaire de disposer d'une tuyère ouverte pour générer une force de poussée. Pour notre tâche, nous utiliserons les composants les plus simples, un pétard et 2 bouteilles en plastique, pour observer ce qui se passera à l'intérieur. Notre moteur ne fonctionnera donc qu'une seule fois.
mais cela sera suffisant pour la démonstration. Le pétard va générer la haute pression dans la première chambre, délimitée par le col qui fera office d'étrangleur. Le reste de la bouteille servira de chambre secondaire dans laquelle se propagera l'onde de choc. On ajoute un peu d'énergie. Ce fut très bref. Revoyons cela au ralenti. Deux images sont intéressantes, le moment de la mise à feu et l'instant qui le suit. Malgré le flash intense, on remarque certaines choses. L'ensemble fermé ne bouge pas encore, comme en témoignent les deux ficelles à la verticale. Les gaz chauds sont déjà en train d'envahir la chambre numéro 2. À présent, l'ensemble se trouve en mouvement vers la gauche, soit dans le sens opposé à la propagation de l'onde de choc. Le col entonnoir, fixé à l'intérieur, n'étant pas dans l'axe de l'ensemble, sa position influence l'angle du mouvement, et c'est toute la partie arrière qui remonte. La maquette est à usage unique, mais elle a parfaitement rempli son rôle. La pression du gaz s'exerce sur les parois de la chambre hyperbare. L'onde de choc se propage au travers du col d'étranglement selon une direction déterminée. La force de poussée est dorénavant vectorielle. Finalement, la pression du gaz se disperse dans la chambre d'expansion. Une fusée à propulsion directe génère un volume de gaz pour se déplacer. Une fusée à propulsion vectorielle génère une onde de choc. Une onde de choc est une impulsion transmise entre les molécules de matière solide, liquide ou gazeuse. Cette onde se propage à la vitesse du son, car elle est justement un son, bref, mais de très grande puissance. À présent, à vous de jouer. Quelle conclusion tirez-vous de cette expérience? Quels sont les avantages à utiliser les fusées à propulsion directe et celles à propulsion vectorielle? J'espère que cette petite démonstration vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis. C'était le directeur de l'Exolab, novembre 2016.